Mais le fait que ça ne soit pas ionisant, ça n'excuse absolument pas les ondes électromagnétiques d'avoir des effets physiologiques, des effets sur la santé par d'autres mécanismes. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reçois Dr Paul Héroux, professeur à l'Université McGill. On discute ensemble de son expertise et de ses travaux en lien avec les effets sur la santé des champs électromagnétiques et des radiofréquences, dont certaines préoccupations qu'il soulève en lien avec le fameux déploiement de la 5G. Bonne écoute. Alors, bonjour Dr Paul Héroux avec moi aujourd'hui. Je suis super heureux de vous avoir avec moi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes une des premières personnes à qui j'ai pensé là, lorsque mon podcast est encore au stade embryonnaire. C'est un sujet, aujourd'hui on va parler un petit peu de l'électromagnétisme, donc des champs électromagnétiques, des radiofréquences et leur effet potentiel sur la santé. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup de par mon approche en clinique, bien évidemment, là, de santé intégrative, beaucoup avec le sujet là, de l'épigénétique, la recherche qui avance beaucoup aussi. On sait que, une grosse proportion, on parle souvent jusqu'à 75% environ de ce qui nous arrive, nos risques de maladie, espérance de vie et compagnie, sont en lien avec l'environnement. Donc, un des expositions environnementales qu'on parle beaucoup là, de plus en plus, du moins au 21e siècle, c'est les champs électromagnétiques, les radiofréquences. J'ai toujours dit que c'était un petit peu ça allait être notre cigarette du 21e siècle, mais le problème, c'est que c'est un petit peu plus invisible, inodore, intangible, inaudible et beaucoup plus pratique que la cigarette, bien évidemment. Donc, sans plus tarder, je vous présente un petit peu là, en regardant votre biographie, Dr Héroux, là, sur le site de McGill, en fait, de l'Université McGill. Vous avez un background en physique, vous avez justement un doctorat, vous avez un background aussi, là, plus de 15 ans en génie électrique, sciences de la santé en 30 ans. Donc, veux pas, vous avez jonglé un petit peu avec beaucoup de domaines. Vous êtes professeur en toxicologie et sur les effets de l'électromagnétisme sur la santé à l'Université McGill. Et vous avez effectué plusieurs recherches là, à ce jour et publié plusieurs articles de littérature à cet effet. Je vais mettre les liens d'ailleurs là, dans les show notes pour que les gens puissent les consulter. Donc, merci beaucoup d'être avec moi encore, je le répète. Si vous pouviez nous décrire un petit peu, je suis curieux tout d'abord, là, le parcours qui vous a amené à faire ce que vous faites aujourd'hui, autant professionnel que personnel. Comment vous êtes ramassé à être vraiment... où est-ce que vous en êtes là avec votre expertise? En réalité, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui suivent des parcours professionnels qui sont un peu le fruit du hasard. Comme il y a un de mes collègues qui est malheureusement décédé, Martin Blank, qui lui était un chercheur qui a beaucoup contribué à notre compréhension des effets sur la santé des ondes électromagnétiques. Et lui, ce qu'il racontait, il disait, quand je suis sorti de l'université, mon premier travail, ça a été d'essayer de contrôler la grosseur des bulles d'air dans la crème glacée pour rendre le produit plus attrayant pour les consommateurs. Alors, vous voyez que quelqu'un qui est engagé pour quelque chose comme ça, qui finit par étudier à long terme les effets sur la santé des ondes électromagnétiques, c'est un peu du coq à l'âne, hein? Puis, on est un peu victime de ça. Moi, en fait, là, quand je suis allé à l'université, c'est que on disait, le cours de physique, c'est ça qui est le plus dur. Alors, mon père était un ingénieur, donc j'ai été attiré par ça. Donc, j'ai gradué en physique. Une fois qu'on sort en physique de l'université, on se rend compte, il n'y a pas beaucoup d'emplois pour les physiciens, dans le fond, purs. Les gens, par exemple, qui voudraient étudier quelque chose comme la string theory ou des histoires ésotériques comme ça. Donc, il fallait rapidement se faire une tête qu'il faut trouver notre place dans la société. Et à cette époque-là, mon frère, il travaillait pour Hydro-Québec. Donc, par coïncidence, Hydro-Québec accueillait également, à ce moment-là, dans son institut de recherche, l'IREC, l'Institut de recherche en électricité du Québec, une institution, une constituante de l'Université du Québec à Montréal qui faisait de la recherche. Alors, ils avaient besoin d'étudiants gradués et j'ai
envoyer des applications aux chercheurs de l'IREC pour travailler avec eux sur un diplôme gradué en ce qui est essentiellement en électrotechnique, sur les lignes de haute tension. Alors, j'ai commencé à travailler pour Hydro-Québec comme chercheur. Et l'IREC, à cette époque-là, était une institution vraiment remarquable. On avait de l'équipement merveilleux, on avait une gestion d'avant-garde. À un certain moment donné, un des projets qui était sur la table et que la plupart des chercheurs ne voulaient pas toucher, c'est l'histoire justement des effets sanitaires des ondes électromagnétiques. Donc, j'ai commencé à travailler en premier sur un sujet sur les brûlures électriques. En d'autres termes, qu'est-ce qui arrive aux victimes d'électrisation? Et j'ai fait un travail là-dessus et dans le cours de ce projet-là, j'ai travaillé à l'hôpital Royal Victoria à Montréal, à faire des essais sur des animaux. J'ai publié un rapport et de manière naturelle, ultimement, j'ai fini par être recruté par McGill pour travailler sur un projet qui visait à mesurer l'exposition des populations aux ondes électromagnétiques, en particulier chez les travailleurs, et de relier ça à divers cancers. Alors ça, c'était une étude en coopération entre Électricité de France, Hydro-Ontario et Hydro-Québec. Et c'est ça qui a fait qu'à un certain moment donné, je me suis retrouvé comme professeur à l'Université McGill à m'intéresser aux effets de l'électrisation et des champs. Et la raison pour laquelle, comme vous l'avez mentionné, les champs commencent à être sur la conscience populaire, c'est pas parce que les gens, comme on pourrait dire, les cadavres s'accumulent autour des tours de transmission ou des tours de radiofréquence, c'est parce qu'on sait que l'exposition à ces ondes-là augmente de manière très, très, très prononcée. En d'autres termes, ça a augmenté des millions et des millions de fois par rapport à ce qu'on avait, disons, avant 1900. Et naturellement, ce qui est venu en premier, c'est l'exposition aux ondes de basse fréquence parce qu'on a électrisé la société pratiquement tout entière avec des lignes de distribution et de transmission. Et après ça, les radiofréquences sont arrivées, puis on a effectivement, à ce moment-là, également augmenté énormément l'exposition des populations aux radiofréquences, en espérant et en prétendant que ces expositions-là n'avaient pas d'impact sanitaire. Donc, c'est cette situation-là où on se retrouve actuellement. Super, super bon résumé de votre parcours aussi. Puis c'est un petit peu ça que je crois certains gens ça peut inquiéter. Puis c'est ça qui est un petit peu quand on parle de radiofréquence, de champs électromagnétiques, on a en tête là souvent soit les gens qui sont un petit peu trop des alarmistes ou un petit peu trop c'est pour ça que je vais avoir l'heure juste un petit peu avec vous aussi. Je crois que vous êtes la personne par excellence pour en parler. Soit des gens qui vont négliger complètement, qui vont dire non, il y a rien qui est prouvé, il y a rien qui est démontré à ce jour. Ou les gens qui vont un petit peu être à l'autre extrême du spectre, qui vont comme virer fou et puis ne focuser que sur ça. Donc, je voulais savoir où est-ce qu'on se situe. Puis il y en a d'autres qui vont dire, si on parle en termes strictement de chaleur, ionisant, non ionisant. Donc, tout d'abord, si on pouvait juste, pour les gens, pour les auditeurs, les gens à la maison, clarifier un peu de ce qu'on parle, les radiofréquences versus les champs électromagnétiques. Là, on parle d'électromagnétisme. Mm-hmm. On a les champs électriques, on a les champs électromagnétiques, on a les radiofréquences. Arrêtez, vous êtes plus intéressant que moi, là. OK. Parce que vous parlez de beaucoup de sujets qui méritent. Quand vous dites, par exemple, qu'il y a des gens qui sont alarmistes vis-à-vis de ça, vous avez raison. C'est que il y a des gens qui voudraient vous faire croire que ces ondes-là sont extrêmement dangereuses au point où vous allez mourir, vous allez détruire la planète, vous allez stériliser tout ce qu'il y a sur Terre. En réalité, il faut comprendre que notre travail à nous, comme scientifiques, est de faire que la société évite les écueils de santé. En d'autres termes, on veut que la technologie se développe de telle sorte que ça ne vient pas en collision avec vos intérêts de santé à long terme. Donc, je pense que c'est ridicule. Tous les gens utilisent des téléphones cellulaires
Et c'est pas comme si on les voyait tomber comme des mouches. Donc, c'est pas ça, la toxicité des ondes électromagnétiques. Mais il y a beaucoup d'agents qui sont toxiques à long terme et qui sont toxiques de manière non évidente, qui sont présentes encore actuellement dans votre environnement. En d'autres termes, prenez par exemple le plomb. Les Romains savaient que le plomb était toxique, mais ça a pris beaucoup de temps avant qu'on puisse faire ressortir cette toxicité-là de manière mesurable et qu'on puisse convaincre les gens qui réalisent les systèmes d'aqueduc à Montréal qu'on doit enlever le plomb du système d'aqueduc. Donc, il faut comprendre que nous, notre travail, c'est de faire que les risques pour la santé, même s'ils ne sont pas absolument aigus comme le cyanure ou de recevoir une balle dans la tête, soient évités. Donc, on ne veut pas que vous mouriez disons, trop tôt du cancer. On ne veut pas que vous ayez des maladies métaboliques comme le diabète. Donc, on essaye de trouver des connexions en étudiant les populations et en étudiant les animaux et en étudiant les cellules pour voir si on ne peut pas trouver des solutions optimales pour protéger la population. Donc, c'est ça. C'est que il n'y a pas d'agents qui n'ont aucun effet sur la santé, puis il y en a peu qui peuvent tuer tous les individus à court terme. Donc, il s'agit de savoir où sont les risques. S'il y a des risques, est-ce qu'on peut pointer des alternatives à ces agents-là qui nous permettent de réaliser ce qu'on veut réaliser en termes de modernisation sans avoir des risques directs sur la santé humaine. Donc, c'est ça qu'on cherche. Ben, j'aime ça, puis c'est comme vous dites, autant pour le plomb que pour c'est le volet environnemental, le volet, un terme que j'aime beaucoup, particulièrement récemment, le volet d'exposome, en fait, ce à quoi on est exposé. Donc, c'est un effet cumulatif et c'est pas une seule chose. Mais comme vous dites, on veut savoir parce que ça a un effet cumulatif, puis à la vitesse fulgurante à laquelle le volet champ électromagnétique auquel on est exposé, l'évolution rapide, ben s'il y a un petit quelque chose, justement, ben ça peut devenir rapidement un gros quelque chose, un gros morceau dans notre exposome, ce à quoi on est exposé, autant la toxicité environnementale et autres. Puis ça mène à mon questionnement. Quel est l'état, en fait, là, des recherches? Qu'est-ce qu'on sait présentement par rapport à l'effet des radiofréquences, champs électromagnétiques sur la santé? Bon, vous avez la plupart du temps les effets, en particulier les effets à long terme de différents agents, prennent un certain temps à ressortir. Comme si on prend par exemple le réchauffement climatique. On n'est pas tous d'accord sur la gravité du réchauffement climatique, mais il y en a un. Et les premières alarmes, les premières personnes qui ont dit « il faut absolument que vous fassiez attention à ça », c'était autour de 1950. Puis, si je ne m'abuse, c'était Edward Teller, le même individu qui était à l'origine de la construction de la bombe atomique, qui a dit « si vous continuez à émettre du CO2 dans l'atmosphère, vous allez vous réchauffer. Il faut que vous en teniez compte. » Mais avant que ça entre dans l'esprit populaire, il a fallu attendre le nombre d'années que vous voyez. Donc, au tout début, il y a des gens qui, inévitablement, avec des idées nouvelles, sont vus comme des alarmistes, sinon comme des complotistes, qui essaient de convaincre la société de vous devriez changer un peu votre évolution vis-à-vis de ça. Et naturellement, les ondes augmentent de manière énorme, donc c'est inévitable qu'il y a des scientifiques qui sont capables de détecter les effets de ces ondes-là, qui vont sonner des sonnettes d'alarme. Donc, qu'est-ce qu'on voit relativement aux ondes électromagnétiques? Bon, premièrement, il y a des épidémiologistes qui, sans rien connaître en physiologie, vont simplement regarder dans les dossiers de santé. Puis, il y a eu des relations entre l'exposition aux ondes électromagnétiques et certains cancers. Et là, naturellement, lorsque vous parlez de cancer, vous avez l'avantage du fait que c'est une variable, parce qu'on peut palper une tumeur, on peut la traiter, qui est très bien connue ou relativement bien connue du côté médical. Donc, on a des dossiers pour voir ça.
Donc, il y a des épidémiologistes comme Leonard Hardell en Suède qui ont fait une relation entre le fait d'utiliser un téléphone cellulaire pendant plus de 10 ans et le cancer du cerveau, spécifiquement le gliome. Et lui, ce qu'il dit, c'est que dans ces circonstances-là, vous allez avoir un risque de majoré de plus que 2,5 fois de faire un gliome, un glioblastome, qui dans le fond est létal. Vous allez en mourir de ça. Donc, sans avoir un cancer qui est très, très, très fréquent, on a un cancer qui est extrêmement mortel, qui est relié à l'exposition à un téléphone cellulaire. Donc, de son point de vue, on doit alerter les gens et on doit leur dire quelque chose du genre de utiliser-les moins ou changer un peu la conception des appareils pour que l'exposition soit réduite. Donc, on a le cancer. Ensuite, on a d'autres variables qui sont affectées. Une qui est très, très bien connue, c'est la reproduction. En d'autres termes, la fertilité chez l'homme et chez la femme. J'ai été approché, moi, par des gens qui disent on est au courant de la relation entre les ondes électromagnétiques et la fertilité. Serais-tu intéressé à travailler avec nous dans notre clinique de fertilité où on fait je dirais du in vivo, là, de la fertilisation in vivo pour essayer de maximiser l'efficacité de notre procédé. Donc, il y a des gens qui sont des physiologistes qui se disent « Ah oui, les ondes électromagnétiques, ça peut réduire la qualité du sperme. » On a des évidences très nettes à ce sujet-là, et même réduire la fertilité des femmes. Donc, on sait que la fertilité de la race humaine a diminué d'au moins 50% depuis à peu près 30 ans. Donc, la cause de ça, c'est quoi? Dans ces 30 ans-là, on a également réduit la contamination vis-à-vis de certains agents, comme on contrôle assez bien les métaux lourds, parce qu'on a une certaine connaissance qui date de plusieurs décennies vis-à-vis d'agents comme ça. Il y a sûrement autre chose qui ont augmenté pendant ce temps-là. Donc, la fertilité, c'est également quelque chose. On a également des évidences vis-à-vis, principalement chez les rats, qui disent que l'exposition à ces ondes-là, ça change le fonctionnement du cerveau. Les rats se comportent un peu plus comme des Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD. Bon, ça fait que il y a également un nombre d'enseignants qui, lorsque les étudiants sont exposés au Wi-Fi, notent qu'il y a un certain changement de leur comportement. Donc, on pense que sur les enfants, il va y avoir des impacts, et en particulier, c'est inquiétant parce qu'on sait que leur cerveau est en développement. Donc, vous, comme adulte, vous n'avez pas été exposé à beaucoup de radiation radiofréquence parce qu'il n'y en avait pas de téléphone cellulaire à cette époque-là. Mais vos petits, eux autres, ils veulent avoir un téléphone cellulaire le plus vite possible. Donc, leur cerveau, lorsqu'il est en développement, va être exposé à ces radiations-là. Et ce que les rats nous disent, c'est que on peut voir dans les cerveaux de rats qui ont été exposés à du Wi-Fi, par exemple, que leur cerveau n'est pas pareil quand on les regarde au microscope. Donc, c'est quoi les conséquences de ça? Apparemment, il y aurait des conséquences sur le comportement. D'autres choses qui, à mon avis, ont peut-être plus d'impact du point de vue monétaire, ce sont des maladies chroniques, métaboliques, comme dans à peu près 3 mois, j'ai écrit un gros article de 63 pages où j'explique comment l'exposition aux ondes électromagnétiques est reliée, en fait, à l'augmentation du diabète dans les populations. On sait que le diabète augmente de manière rapide dans les populations. Il y a d'autres maladies chroniques comme Alzheimer et Parkinson, sur lesquelles on a des informations un peu plus vagues reliées aux ondes électromagnétiques, mais qui sont reliées par le fait que les ondes électromagnétiques augmentent la quantité de radicaux libres. En anglais, on dit reactive oxygen species dans les tissus. Donc, si on augmente la quantité de radicaux libres, ça, ce sont des maladies neurodégénératives qui, et en particulier dans le cas du diabète du pancréas ou du système de signalisation de l'insuline, qui sont reliés, dans le fond, aux ondes électromagnétiques par la génération de radicaux libres. Donc,
Quand on parle de diabète, c'est pratiquement 25% des coûts de votre système de santé, ça. Le diabète, c'est plus qu'une maladie chronique. Ça mène à des amputations, ça mène à la cécité, ça mène à toutes sortes de choses graves. Donc, la raison pour laquelle on pense que c'est sérieux, c'est que ces maladies-là, qui sont actuellement attribuées à d'autres causes, comme, de toute façon, demandez aux spécialistes pourquoi il y a une baisse de fertilité, puis ils vont dire, on ne sait pas. Ça doit être l'exposome, de manière générale. On peut blâmer une substance qui s'appelle exposome, mais on ne sait pas trop. Et c'est la même chose pour le diabète. On disait, c'est peut-être le sucre, mais c'est pas juste le sucre, c'est autre chose. Alzheimer's et Parkinson's, c'est encore une question qui est en fait relativement compliquée. Puis il faut dire qu'à l'intérieur des gens qui font de la recherche en santé, il y a une compétition, en fait, vis-à-vis de ces maladies-là, qui sont des très gros items du point de vue de la santé publique, pour se les attribuer relativement à son agent. Quelqu'un va dire, c'est à cause du Crohn. Il va dire, non, c'est à cause des hydrocarbones volatiles. Alors, il y a un genre de compétition. Donc, c'est pas facile pour les ondes électromagnétiques d'être vues comme un ingrédient majeur. Pourquoi? Parce que l'industrie a fait un gros travail de publicité pour convaincre le public que ces radiations-là sont totalement inoffensives. Et ils ont fait ça de plusieurs manières. Ils ont commencé par dire, vous savez, c'est des radiations non ionisantes. Ça les distinguait des radiations ionisantes qui peuvent être soit de l'ultraviolet et plus haute fréquence, comme les rayons X et les rayons gamma, ou les radiations nucléaires. Alors, tout le monde avait peur des radiations nucléaires. Donc, on sait que les radiations nucléaires sont ionisantes. Par conséquent, si on dit que notre produit est non ionisant, les gens vont être certains que c'est pas dangereux. Mais le fait que ça ne soit pas ionisant, ça n'excuse absolument pas les ondes électromagnétiques d'avoir des effets physiologiques, des effets sur la santé par d'autres mécanismes. Et ces mécanismes-là sont connus. Il y a, comme je l'ai mentionné, les radicaux libres. Moi, je crois également, sur la base de ma recherche que j'ai faite, qu'une autre composante, c'est qu'ils affectent directement le métabolisme en altérant des choses aussi fondamentales que la structure de l'eau dans les organismes vivants. Donc, si on change la structure de l'eau, on affecte énormément de variables parce que les processus biologiques dans leur ensemble dépendent des propriétés de l'eau pour s'exécuter. Donc, il y a l'histoire des radiations non ionisantes. La seconde chose que les gens de l'industrie ont utilisé comme bobard pour rassurer le public, c'est de leur dire que les radiations non ionisantes sont dangereuses lorsqu'elles chauffent. Et lorsqu'elles ne chauffent pas, elles ne sont pas dangereuses. Ils se sont dit, cet agent-là de radiation électromagnétique qui affecte les électrons et les protons dans le corps, sont capables de chauffer. Et lorsque ça chauffe, comme dans un four micro-ondes, là, c'est dangereux. Mais lorsque c'est à des intensités un peu plus basses, inquiétez-vous pas, ça fait absolument rien. Mais cette manière de penser-là est en fait une simplification ridicule, dans le sens où on rapporte un problème scientifique très compliqué à deux variables très simplistes, desquelles personne ne s'inquiète, qui connaît un peu le problème. En d'autres termes, le fait que ça soit pas ionisant, ça n'a aucune importance vis-à-vis des effets des ondes électromagnétiques, et le fait que ça chauffe pas, ça n'a pas d'importance non plus. Parce que ce qu'on a démontré, c'est que les effets qu'on détecte des ondes électromagnétiques se produisent à des intensités beaucoup plus basses que ce qui chauffe. Et si on regarde ce qui s'est produit sur la planète vis-à-vis des différentes nations qui ont établi des limites sur les ondes électromagnétiques, on se rend compte qu'il y a 44% de la planète qui a des normes qui sont de 100 à 1000 fois inférieures à celles qu'on a au Canada ou aux États-Unis. Tout simplement parce que dans ces pays-là, l'industrie avait moins d'influence et ils ont été plus indépendants quand ils ont
évaluer l'impact de ces ondes-là. Très intéressant. Puis, par rapport au volet, justement, on parle on parle souvent de l'exposition aussi avec les enfants ou les écoles ou des populations qui seraient potentiellement plus à risque. Vous avez parlé un petit peu là, justement des enfants qui sont exposés au cellulaire et tout. Autant d'un point de vue radiation électromagnétique, on parlait des déficits d'attention et tout, que de l'effet même, je dirais, psychosocial de la chose et même développemental de l'attention avec un écran, avec la stimulation constante et tout. Mais même si on fait abstraction de ça, là, on parlait, je vous ai entendu souvent parler du Wi-Fi dans les écoles, à quel point risque, bénéfice, etc. À quel point, justement, ça peut être... faut faire attention à l'exposition de nos enfants à un iPad, un téléphone cellulaire, les ondes électromagnétiques. Oui, effectivement. Si vous saviez comment l'innocuité, c'est-à-dire la démonstration qui dit que les ondes électromagnétiques ne sont pas dangereuses, a été faite, là, comment ça a été réalisé par l'industrie, vous seriez vraiment surpris. En réalité, là, leur barème pour l'exposition aux ondes électromagnétiques ont été en grande partie influencés par l'armée américaine. L'armée, elle, ce qu'elle voulait savoir, c'est un militaire, là, dans un F-16, un avion de chasse, qui est exposé aux ondes de son radar. Est-ce qu'il va prendre des mauvaises décisions? Il faut comprendre que tous les grands généraux de la planète, comme Genghis Khan, Napoléon, Bonaparte, ou les généraux modernes, ils perdent pas des guerres à cause d'une augmentation du taux de cancer. Ils perdent des guerres parce qu'ils sont pas capables de nourrir leurs soldats, ou dans ce cas-ci, ils se disent, si nos militaires perdent la boule à cause d'une exposition à leur propre radar, ben, fonctionnellement, notre armée de l'air, par exemple, n'est pas en très bonne position. Donc, la préoccupation de l'armée, c'était de savoir est-ce que l'exposition de nos soldats à relativement court terme peut effectivement les rendre impotents ou incompétents. Alors, ils ont fait des tests de ce genre-là, et ces tests-là ont été utilisés par l'industrie pour démontrer que les ondes n'avaient pas d'effet important sur la santé. Les tests, c'était quelque chose comme ça. C'est qu'on prend 5 singes et pendant 1 heure, on les expose à des ondes électromagnétiques et ces singes-là ont très faim. Ils ont très faim, ces singes-là. Alors, on les met dans une boîte et on leur permet d'obtenir de la nourriture pendant 1 heure en pesant sur un levier. Sans ondes électromagnétiques, on enregistre le rythme à laquelle ils pèsent sur le levier. Ensuite, les mêmes singes, on les expose aux ondes électromagnétiques et on mesure à quelle vitesse ils pèsent maintenant sur le levier pour obtenir de la nourriture. Et ça, c'est des tests qui duraient entre 40 et 60 minutes. Et on s'est rendu compte que les singes qui ont faim, ils vont peser sur le levier à peu près à la même vitesse, qu'ils soient exposés aux ondes électromagnétiques ou non. Et ça, c'était des expositions relativement considérables. Il y a un certain nombre de ces singes-là qui ont eu des brûlures faciales à cause des ondes électromagnétiques. Donc, ce que l'armée essayait de déterminer dans ces tests-là, est-ce qu'à court terme, ces ondes-là sont nocives au fonctionnement d'un pilote de chasse dans son avion? Et lorsque ces essais-là ont été publiés, ben, l'industrie s'est dit « Wow, ça nous donne des limites extrêmement élevées. Si on peut affubler la population générale de ces limites-là, on va avoir les coups des franges pour développer et pour répandre dans la population toutes sortes d'applications vis-à-vis des ondes électromagnétiques. » Et dans un certain sens, il faut comprendre que l'industrie des télécommunications, eux, ils se voient comme le bienfaiteur de l'humanité et ils se voient comme des gens qui sortent la société de l'âge de pierre. En d'autres termes, lorsqu'on a juste des journaux et un télégraphe, le fait d'avoir un téléphone cellulaire est une augmentation substantielle de votre capacité de communiquer et on pourrait même dire de votre niveau de vie. Mais
Ce dont ils ne se sont absolument pas préoccupés, c'est d'examiner les effets à long terme de ces outils-là. Parce que ils savaient que toute précaution allait donner l'impression à la population que peut-être qu'il y a des dangers, peut-être qu'on devrait faire attention. Et ça, ce sont des barrières à la commercialisation rapide de tous ces dispositifs-là. Dans l'esprit des ingénieurs, eux, ils voient que plus de télécommunications, c'est l'avenir. Ils voudraient que chaque grain de sable de la planète soit en contact avec chaque feuille d'arbre afin de gérer, de tout optimiser. Ils voient des télécommunications illimitées et donc un marché illimité pour l'Internet. Dans votre ordinateur, vous avez un PC ou un Apple? Les deux. Par exemple, dans un PC, vous avez Internet Protocol version 4, hein? N'est-ce pas? IVP4. Oui. Puis il y a Internet Protocol version 6 aussi. J'ai vu ça quelque part. Oui. Donc, effectivement, vous avez le choix entre les deux. La différence entre les deux, c'est que la version 4 est déjà remplie. On a déjà assigné toutes les adresses Internet, pratiquement, dans la version 4. Alors, les ingénieurs se sont dit, il faut qu'on augmente la capacité du système. Ils sont arrivés avec la version 6. Mais les ingénieurs, dans le fond, sont capables de rêves grandioses. Pose une question. Si on prenait toutes les adresses qui sont possibles dans la version 6, la version 6, il y a simplement plus de chiffres dans l'adresse IP. Ils ont juste ajouté des chiffres. Mais en ajoutant des chiffres, ça fait une grande différence. Une question. Si on assignait à des objets, disons, de la dimension d'un ordinateur comme ça, ou d'un téléphone cellulaire, toutes les adresses de la version 6, toutes, ça occuperait quel genre de volume, vous pensez, si on remplissait la version 6? Eh boy, avec des objets de ce genre-là. Je donne ma langue au chat. Ça occuperait tout l'espace entre l'orbite de la Terre et l'orbite de Mars. Oh. En d'autres termes, l'ambition est d'avoir tellement de stations Internet partout dans le monde que ça va nous sortir, ça sortirait ultimement du système solaire. Donc, quand on est derrière un ordinateur et qu'on manipule des chiffres, c'est facile de rêver de manière grandiose et d'ignorer complètement notre femme qui, elle, se pique à l'insuline pour éviter le pire. En d'autres termes, il y a une déconnexion entre les rêves des ingénieurs et la réalité biologique. En d'autres termes, la question de base, c'est est-ce que les humains et la nature en général peuvent endurer cette irradiation-là sans inconvénient important? Et les ingénieurs se sont précipités vers des démonstrations simples, à court terme, qui n'avaient rien à voir avec la biologie. Ils ont réduit le problème de l'interaction des ondes et des tissus vivants à un strict problème d'échauffement d'un objet inerte. En d'autres termes, dans lequel il n'y avait aucune vie. Et c'est sur une base comme celle-là qu'ils ont établi leurs standards. Scientifiquement, c'est totalement ridicule. Comment est-ce qu'on peut faire accepter une limite totalement ridicule dans une société en utilisant un groupe de gens influents, des ingénieurs très bien établis qui peuvent diffuser des informations sur une interaction médicale de manière extrêmement répandue et de manière très convaincante. Parce que les politiciens qui décident de ces choses-là, ils connaissent rien à l'électromagnétisme. C'est trop compliqué pour eux. Donc, ils se fient à qui? Ils se fient aux ingénieurs qui leur promettent le progrès pour évaluer jusqu'à quel point le danger peut être présent. Mais naturellement, les ingénieurs eux-mêmes sont ignorants de la biologie, donc ne peuvent pas évaluer ce problème-là de manière sensée. Et malheureusement, l'industrie a été assez puissante et assez influente et a mis sur le marché des produits assez aguichants pour qu'ils soient acceptés de manière ultra rapide. Donc, on se retrouve avec une grande diffusion d'émetteurs d'ondes électromagnétiques dans la population
sans avoir bien ou sérieusement évalué leur impact biologique. C'est très bien dit, puis j'aime le mot déconnexion entre justement un peu chacun des champs d'expertise. L'ingénierie qui voit tout comme une machine de façon très linéaire versus le volet de santé, un être humain qui est une belle machine, mais qui va bien au-delà de quelque chose de très purement mécanistique. Puis on est confronté un petit peu au volet du progrès parce que tout le monde aime bien ça, recevoir son courriel, aime ça. Ça devient quelque chose de très pratique. Donc, il y a les consommateurs aussi qui ont une certaine demande. Fait que, je suis pas quelqu'un qui est très, on va dire ça comme ça, complotiste, conspirationniste, mais plus de réaliste et qui connaît l'être humain de chaque industrie a son intérêt d'une certaine façon, ses chiffres à mousser et ses intérêts de recherche ou son angle de vue. Puis à partir de là, ben ça peut facilement amener c'est ça, un regard sur les intérêts et détourner le regard vers les autres trucs qui ne fait pas notre affaire ou qui ne va pas vers nos intérêts. Oui, donc, je peux vous dire quelque chose à ce sujet-là. En 1995, oui. J'étais consultant pour Nortel Networks. Vous connaissez Nortel, maintenant la compagnie est mise de côté, là. Mais j'étais consultant pour eux, pour les ondes électromagnétiques. Et à cette époque-là, je leur ai dit, vous savez, l'histoire des téléphones cellulaires, c'est embêtant parce que les intensités qui sont communiquées au cerveau sont assez substantielles. Vous devriez soit réduire la puissance, soit augmenter la distance. En fait, dans votre manuel d'instruction de votre cellulaire, c'est écrit quelque part, vous ne devriez pas l'utiliser contre votre tête. Mais ils savent très bien que c'est comme ça qu'on utilise un téléphone. Et vous disent, vous devriez l'utiliser comme ça. Ce qu'il n'y a pas grand monde qui font. Donc, il y a quelque chose de pas correct là-dedans. Puis, finalement, quand je leur ai dit, vous devriez augmenter la distance, ils nous ont dit, en réalité, notre motivation, c'est de faire disparaître l'antenne. Parce que dans ces années-là, les téléphones cellulaires, vous savez, il y avait un petit bout qui dépassait comme ça. Hein? Puis, la motivation de l'industrie, c'était que le consommateur ne sache pas qu'il y a une antenne parce qu'il savait que c'était négatif vis-à-vis de la mise en marché. Donc, il faut comprendre que l'industrie a des motifs qui sont complètement différents de ceux, comme moi, qui voudraient protéger la santé. C'est que eux, ils sont en compétition contre d'autres compagnies. Ils veulent un produit le plus attrayant possible, le moins cher possible, qui va faire le plus de choses possibles. Et si, malencontreusement, ça devrait vous tuer dans 30 ans, ben finalement, eux, ils vont avoir eu leur piscine parce qu'ils vont avoir eu leur augmentation. C'est un peu une manière méchante de le dire, mais c'est que tous les gestionnaires de ces compagnies-là ont des bonus qui sont reliés à leur performance. Donc, ils ne peuvent pas, en fait, enrayer le déploiement d'un produit sans perdre leur emploi. Donc, de manière monolithique à l'intérieur de ces industries-là, c'est que l'agent ne fait rien, l'agent n'a aucune conséquence et on peut l'utiliser tant qu'on veut. Exact. Ça les intéresse tout simplement pas. c'est ça. Ils sont plus occupés à optimiser les chiffres et la vente et si c'est ça. Puis, comprenant la nature des différentes industries, ces gens-là ont des familles à nourrir, etc. Fait que c'est par la nature des choses, chacun regarde ce qu'ils veulent bien regarder. C'est un petit peu pour ça que je comprends bien pourquoi. Il y a un journaliste à New York, Maxime, qui s'appelle Louis Slessin. Lui, c'est un individu qui avait une certaine fortune et qui a dévoué sa vie à documenter l'histoire de l'interaction entre l'industrie et la santé à ce sujet-là. Puis, il a publié depuis des années, depuis à peu près au moins 20 ans, un magazine qui s'appelle Microwave News, qui s'occupe spécifiquement des relations entre les micro-ondes et la santé humaine. Et ce que Louis Slessin dit au téléphone aux gens, vis-à-vis de l'industrie, il dit « They do not want to know ». En d'autres termes, quelle que soit l'évidence qui va être présentée, c'est impossible de les convaincre du fait que ces ondes-là devraient être contrôlées ou limitées. Je comprends bien, puis c'est un peu pour ça que je compare souvent ça à la cigarette du 21e siècle. Ça fait l'affaire de tous jusqu'à un certain point, jusqu'à temps que, puis je vous avais déjà entendu parler dans une autre conférence que vous aviez parlé avec différents politiciens qui disaient,
tant que ça viendra pas de la population, ça changera pas. Absolument. Puis, malheureusement, comme pour la cigarette est un bon exemple, ou les pesticides, qui est une autre grosse composante là, de l'exposome. Là. On parlait de la fertilité, on parle même des abeilles. Là. J'ai vu des trucs avec les abeilles, les champs électromagnétiques et compagnie, on en parle beaucoup. Mais tout ça pour dire, c'est souvent quand les tragédies vont être arriver de façon trop répétée ou on va être rendu loin dans cette histoire-là, là, les gens vont dire « Ah, ben là, c'est assez. » Oui. Mais c'est ça. Mais notre job à nous, les scientifiques, c'est de vous avertir à l'avance et de vous faire altérer vos choix de telle sorte qu'on n'ait pas à subir ces inconvénients-là. Vous êtes probablement au courant de l'histoire des géologistes en Italie. En d'autres termes, les géologistes en Italie, ils surveillent les volcans. Et ils doivent toujours se demander à un certain moment donné, est-ce qu'on avertit la population vis-à-vis d'une éruption potentielle ou non? Parce que, naturellement, si ils annoncent une éruption et qu'il n'y en a pas, il va y avoir une évacuation, il va peut-être même avoir des morts reliés strictement au processus d'évacuation. Alors, il s'est produit un cas où ils n'ont pas sonné l'alarme et il y a eu une éruption. Et là, ces géologistes-là ont été traînés en cours et ont été accusés de négligence criminelle à cause du fait qu'ils n'avaient pas été responsables vis-à-vis de la mission qu'ils avaient auprès de la population. Je le vois exactement comme ça. C'est-à-dire que si dans 20 ans, on se rend compte de manière claire et admise par tous qu'on aurait dû faire autrement, les gens qui sont accusés de négligence, c'est moi. Et c'est mes collègues de la Commission internationale sur les effets biologiques des ondes électromagnétiques, que vous pouvez trouver sur l'Internet, qui sont unanimes à dire que on devrait contrôler les ondes électromagnétiques de manière beaucoup plus sérieuse que ce qu'on fait à l'heure actuelle. On sait aussi que si je me présente chez Maxime, que je défonce la porte de son bureau et que je lui enlève son téléphone cellulaire, il va probablement m'attaquer avec un crayon et il va me poignarder avec, parce qu'il dépend complètement de ce machin-là pour toutes sortes de fonctions. Alors, on est prudent, on se dit, on ne peut pas faire ça, mais malgré que on veut conserver la fonction du cellulaire, on ne veut pas de la 5G, qui est un téléphone cellulaire sur stéroïdes qui va contribuer très peu au bien-être de Maxime, mais qui est peut-être vu par les militaires comme une nécessité dans la Troisième Guerre mondiale. En d'autres termes, les gens qui ont besoin d'un très grand débit de données pour être fonctionnels, c'est probablement une force d'invasion militaire qui aurait besoin de ces transferts de données-là. Et la question, est-ce qu'on devrait donner aux militaires qui poussent toujours ces innovations-là l'influence qu'ils ont ou non? Est-ce que notre société devrait être peinte et modelée par les besoins de la guerre? Ben, pour les militaires, c'est évident parce qu'ils vont se dire, quand les Russes ou les Chinois ou les méchants vont nous envahir, il faut qu'on soit prêt. C'est notre responsabilité. Et les militaires qui auront le diabète, on les mettra de côté, on les remplacera. Donc, il y a des points de vue qui sont tellement fondamentalement différents dans la société que c'est difficile de les réconcilier. Alors, quand, par exemple, Legault ou Trudeau vous disent qu'ils suivent la science, en réalité, ils prétendent tenir compte de tout. Mais en réalité, les gens qui, je dirais, conseillent nos premiers ministres au Canada, en particulier vis-à-vis de ces problèmes-là, ce sont des directeurs de compagnie. Ce sont des gens qui, en fait, ont des intérêts financiers tellement aiguisés que pour eux, la santé publique n'a pas d'importance. Et vis-à-vis de la santé publique a été la victime de propagande de l'industrie vis-à-vis des ondes électromagnétiques, entre autres, de manière tellement soutenue pendant des décennies qu'ils ont avalé la logique qui est totalement, je dirais, déficiente des standards qui ont été poussés par l'industrie. C'est fascinant de regarder en détail
comment les standards ont été développés pour comprendre jusqu'à quel point ils sont absolument ridicules. 5 effectivement pendant 40 minutes. Est-ce que ça représente votre vie pendant 75 ans? Et est-ce que le fait qu'ils sont capables de peser sur un levier vraiment a une relation avec le diabète? Est-ce qu'on devrait permettre à un manufacturier d'évaluer l'échauffement du téléphone à cette distance-là pendant que vous l'utilisez à cette distance-là? Ça, c'est toutes des questions qui sont embarrassantes, auxquelles l'industrie ne peut pas répondre et ne veut pas répondre. Ouais, je comprends bien. Puis c'est pas évident pour l'utilisation, pour les gens à la maison aussi. Puis à la lumière de ça, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté, sachant, bon, on établit justement autant avec vos ouvrages qu'avec beaucoup d'ouvrages qui sont des articles de littérature qui sont sortis et tout, il y a des effets assurément sur bon l'inflammation d'une certaine façon, l'oxydoréduction, l'oxydation, neurotransmetteurs, on a parlé, potentiellement le sommeil, etc. Mais vous avez bien lu, Maxime. Ben oui, certainement. Puis moi, il y a d'ailleurs deux de mes collègues, le docteur Charles Héroux, il a le même nom de famille que vous, chiropratien, et docteur Frédéric Rancourt, qui ont fait une formation là-dessus. D'ailleurs, en fin de semaine, un drôle de timing, mais... OK. Rancourt, là, c'est l'épidémiologiste physicien de l'Université d'Ottawa, ça, hein? Non, ça c'est un autre de mes collègues, en fait, chiropraticiens. Eux autres qui ont fait un cours sur les effets des champs électromagnétiques sur les conditions neuromusculo-squelettiques, donc notre champ de pratique en tant que chiropratien. Donc, tu sais, des fois, des choses un petit peu plus cliniques, moins, justement, qui apparaissent après 30 ans, mais il y a beaucoup de littérature dans ces cours-là. C'est très bien fait là, pour les praticiens de la santé. Mais on parle beaucoup, justement, de l'inflammation, de l'oxydation, du galvanisme aussi avec les métaux du corps, tout ce qui est champs électromagnétiques, bref, les interactions possibles. Donc, il y en a beaucoup, mais quoi faire concrètement? Tu sais, là, on voit, on parlait justement de l'Internet des objets, la 5G, puis que c'est de plus en plus présent, mais puis qu'il y a des populations dont on parle, les enfants, qui sont de plus en plus... il y a beaucoup de littérature aussi sur différentes conditions, cancer infantile, etc. Quoi faire à la maison? Parce que là, c'est la mode, là, les maisons intelligentes, rentrer le gros routeur dans la maison, etc. Est-ce que vous avez justement, qu'est-ce qu'on peut faire soi-même à la maison de façon relativement simple pour s'aider? Ben, en réalité, il y a des gens qui sont spécialistes de ça. Je pourrais mentionner José Lévesque, qui a un site web qui s'appelle Vert Techno, là. Okay. Puis lui, c'est un individu qui se spécialise dans justement la mitigation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et en résumé, ce qu'il dit, c'est que plutôt que d'avoir un Wi-Fi à la maison, ben, ce que vous faites, c'est à partir de votre routeur, vous pouvez enlever les antennes et vous pouvez installer des fils. C'est un petit peu plus long à faire, mais ça donne des connexions plus rapides et beaucoup plus stables. En d'autres termes, quand c'est connecté par un fil, vous n'avez pas de problème. Donc, évitez la commodité du Wi-Fi et faire des connexions filaires pour les ordinateurs. Et vous pouvez avoir un cellulaire. Moi, j'en ai un quelque part. Attendez une seconde. Tiens. J'en ai un, mais mon cellulaire, là, il y a peut-être une dizaine d'années, je l'utilisais à peu près comme tout le monde, de temps en temps. Là, je me suis rendu compte au cours du temps que, finalement, tout le monde n'est pas dans ma situation, hein, que j'en ai pas vraiment besoin. En d'autres termes, il est toujours connecté sur un USB sur l'ordinateur pour être chargé au cas où j'en aurais besoin. Mais l'individu, là, qui sort de chez lui, sa première inquiétude, c'est est-ce que j'ai mon téléphone? Parce que je vais être disponible pour la job 100% du temps, quelque chose comme ça. Je pense que du point de vue humain, c'est pas une bonne chose. Je pense qu'on peut avoir trop de communication. On a déjà des livres, on a déjà la radio, on a la télévision, on a l'Internet. Là, maintenant, il faut que ce harcèlement-là du monde extérieur nous suive pas à pas, tout le temps, à chaque seconde de notre vie, apparemment, parce que notre téléphone nous alerte quand il y a un message qui s'en vient. Je pense que ça mène
malgré que ce n'est pas ma spécialité, à un découpage de la vie et de l'attention humaine qui est néfaste à ce que j'appellerais à la réflexion profonde. En d'autres termes, ça a tendance à rendre les gens de plus en plus victimes d'idées transitoires, instantanées, essentiellement de la publicité. Et il faut dire qu'il y a beaucoup de segments dans la population qui sont très intéressés à maintenir cette situation-là, parce que la réalité n'existe plus. La seule réalité qui existe, c'est ce que vous pouvez voir à travers votre petit écran. Parce que finalement, l'efficacité de la télévision en termes d'influence commence à diminuer et on voit que l'influence commence à se déplacer vers ce qu'on peut trouver sur un portable. Donc, il y a des problèmes vis-à-vis des problèmes profonds vis-à-vis des techniques qu'on acquiert à cause de notre savoir. Je me rappelle d'avoir discuté avec des gens à Cuba qui disaient « Notre communauté, une petite ville, a changé complètement depuis l'arrivée des téléphones cellulaires, dans le sens où, autrefois, le dimanche, les gens se rencontraient tous sur la place publique. Maintenant, ils sont tous assis à regarder leur téléphone. Ben, présumément, ils se connectent à d'autres personnes à l'extérieur de leur communauté, mais ces influences-là vont avoir tendance à être de plus en plus gérées et accaparées par des acteurs qui ont des intérêts commerciaux à polir. Donc, on détruit la communauté locale et on rend ces personnes-là dépendantes d'une publicité contrôlée. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Donc, mon opinion à moi, c'est qu'on peut avoir trop de communication. Effectivement, il y a comme un effet, on parle des radiofréquences électromagnétiques sur la santé, mais il y a l'effet aussi sociologique de la chose avec la téléphonie cellulaire et de tout avoir, comme vous dites. Moi, c'est sûr que si je pars de la maison puis j'ai oublié mon cellulaire, il faut que je retourne chez nous. c'est un must. J'ai mes courriels là-dedans, j'ai mes permis de conduire, j'ai mes photos des pièces importantes, j'ai tous mes courriels. C'est rendu, si j'oublie mon portefeuille, je suis correct, mais si je sais pas mon cellulaire, il faut que je retourne. Effectivement. On est tous un peu trop au piège. Maxime, quand vous arrivez au bureau le matin, comment ça vous prend de temps à évacuer tous les courriels qui vous ont été envoyés. Évidemment, si vous l'avez fait avec votre téléphone, c'est plus court. Mais moi, quand j'arrive au bureau, je me rends compte des fois, la moitié de ma journée, c'est de répondre à des gens qui ont toutes sortes de questions et souvent, c'est des distributions de courriels par des institutions qui font de la promotion, qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez à faire, mais qui occupent une grande partie de votre temps. Et finalement, votre vie devient quoi? Elle devient un verre de bière avec un peu de mousse sur le dessus. La bière, c'est ce que l'environnement vous impose et la mousse, c'est le temps que vous avez pour réfléchir. Et donc, il y a peut-être des gens qui ont intérêt à ce que vous ayez moins de réflexion et que vous soyez plus manipulable par des systèmes de communication qui vous laissent pas le temps de respirer. C'est très bien dit, c'est un questionnement à avoir assurément. Est-ce que c'est une image de verre de bière qui vous plaît? Oui, assurément. Qui se prête vraiment à l'exemple, qui me plaît pas nécessairement. Pas de verre de bière. Oui, parfois. Puis, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant de la façon dont vous l'amenez. Puis, c'est assez clair, en tout cas, de pourquoi l'industrie est telle qu'elle est présentement. Puis, j'aime le concept que vous dites de société segmentée. C'est que chacun a un peu son intérêt, son champ de vision, et c'est qu'il n'y a pas de communication, il y a vraiment une déconnexion, comme vous avez nommé plus tôt, entre un petit peu tout ça. Et il y a des questionnements, je pense, de société à avoir sur qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on veut, quelles sont les valeurs premières, comme vous dites tantôt, et beaucoup des trucs qui parlent du volet militaire, mais versus est-ce que on met la santé de l'avant ou on la met au second plan au détriment de tels autres. Je pense qu'il y a des questionnements à avoir et c'est pas évident, étant donné que, justement, comme vous dites, le volet gouvernemental, c'est quasiment plus une grosse corporation et des intérêts respectifs. Donc,
ça revient encore une fois à un petit peu le cercle de tout ça, que la population soit informée, que la population soit au moins consciente d'un petit peu de tout ce dont on discute pour pouvoir mieux faire des demandes ou justement orienter ses intérêts, qu'on puisse avoir ces questionnements-là le plus éclairés possible. Le problème, et ce que je déplore présentement, c'est qu'on n'a pas nécessairement des décisions éclairées ou les décisions qui sont prises à notre détriment. On n'a pas tous les morceaux de l'information et même les experts n'ont pas tous nécessairement ont des intérêts qui sont un petit peu souvent biaisés. À l'intérieur de l'université, là, par exemple, si vous regardez même dans un même département, les biologistes et les biochimistes peuvent à peine se parler parce que leurs domaines sont très, très spécialisés. Donc, ils développent des préférences puis des vocabulaires qui sont différents. Puis ça, l'hyper-spécialisation académique, c'est quelque chose qui est un peu inévitable parce que tout le monde veut pousser son domaine le plus loin possible et tout le monde se rend compte que c'est dans l'hyper-spécialisation qu'ils peuvent obtenir la notoriété et en fait la reconnaissance parce que en étant très, très compétent dans quelque chose, c'est une manière d'éliminer la compétition. Mais tout ce que ça fait, ça, c'est que ça crée des barrières artificielles à l'intérieur du savoir. Et lorsqu'on regarde la position du gouvernement, dans beaucoup de pays, à l'Ouest en particulier, on parle de l'Angleterre, la France, le Canada, les États-Unis, l'Italie, le Japon, l'Allemagne, le gouvernement dépense en fait la majorité de l'argent. En d'autres termes, le produit national brut est dans les mains du gouvernement en majorité. Ça veut dire que pour avoir du succès pour une industrie ou pour un groupe, la cible principale, c'est le gouvernement. En d'autres termes, les groupes d'intérêt qui veulent une expansion de leur industrie, que ce soit l'industrie électrique, l'industrie électronique, l'industrie pharmaceutique, l'industrie chimique, l'industrie de n'importe quoi, leur cible principale, dans le fond, c'est le gouvernement. Ils doivent convaincre les ministres et les premiers ministres que leur produit est extraordinaire. Donc, les élus qu'on élit, en fait, pour prendre soin de notre santé, ils sont, je dirais, engouffrés par une cabale d'industries qui ont suffisamment d'argent, en fait, pour payer des lobbyistes pour convaincre les dirigeants que leur produit est inoffensif et qu'on doit en avoir à répétition. Puis, j'ai vu que vous aviez écrit aussi une lettre ouverte à l'Union européenne. Puis, j'avais vu aussi dans une de vos discussions que vous aviez eues que apparemment, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais qu'aux États-Unis, il y a une genre d'interdiction de s'opposer au déploiement du réseau cellulaire ou pour des raisons de santé du moins. Est-ce que vous pourriez élaborer là-dessus un petit peu? Oui, c'est la clause 604 du Telecommunications Act. En d'autres termes, le président Clinton a signé un document à un moment donné où on disait à la section 604 que on ne peut pas s'opposer au déploiement d'une antenne de cellulaire pour des raisons environnementales. En d'autres termes, ils ont dit à Clinton, tu sais, Bill, pour avoir une nation prospère, on doit avoir des télécommunications prospères. N'est-ce pas, Bill? Bill, il dit, ben oui, il faut ça. Est-ce que tu penses, Bill, que si on manque d'antennes et qu'il n'y a pas de couverture de cellulaire, que ça nous empêche d'avoir des télécommunications? Bill, il a dit, ben oui, c'est vrai. Fait que dans la loi, il a dit que l'environnement ne devrait pas être une objection à l'implantation d'une tour cellulaire. Et lorsque ça a été en cours, les cours ont interprété le langage de la section 604 pour dire que lorsque il y a l'implantation d'une tour cellulaire qui se discute, on ne peut pas parler des effets sur la santé. Alors, Clinton et les cours aux États-Unis, avec des décisions qui s'additionnaient l'une à l'autre, ont fait qu'on ne peut pas
parler des effets sur la santé des ondes électromagnétiques pour s'opposer à l'augmentation du nombre de tours cellulaires. Donc, vous savez que maintenant, ils veulent en mettre, autrefois, ils mettaient ça à 15 km de votre maison. Là, maintenant, ils veulent mettre ça à 5 mètres de votre chambre, de votre fenêtre de chambre. Ça, c'est pour la 5G, je crois. La 5G. Ouais. Et en Europe, ils ont même préparé des lois où c'est obligatoire de mettre des tours de 5G à l'intérieur des aires communes des bâtiments. En d'autres termes, si vous avez plusieurs logements, vous êtes obligé d'accepter d'avoir une antenne 5G à l'intérieur de l'aire commune. Et moi, je suis certain que la prochaine loi, c'est que vous êtes obligé d'avoir une antenne 5G dans votre chambre. Ultimement, là, ils veulent pénétrer partout. Il n'y a aucune limite à l'ambition de l'industrie de s'étendre. En d'autres termes, ils veulent remplir l'environnement de radiation juste à la limite de vous cuire. Et si ça vous cuit pas, ben, tout effet que vous allez ressentir n'existe pas parce que la loi dit que c'est pas vrai. Mais moi, ce qui m'acharne un petit peu avec ça, il n'y avait pas une étude qui doit dater un petit peu, mais qui disait qu'à l'intérieur de 500 mètres, je crois, d'une antenne cellulaire, il y avait une hausse de risque de, justement, cancer, maladie neurodégénérative. Vous parlez de l'étude de Dode de 2011 qui a été faite au Brésil, dans une ville très prospère où il y avait un très bon système de santé. Et eux, ce qu'ils ont mesuré, c'est que ils ont simplement mesuré si on implante une nouvelle antenne cellulaire à un endroit, et qu'on s'occupe des gens qui avaient déjà le cancer avant l'implantation de l'antenne, qu'est-ce qui leur arrive dans les années qui suivent? Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si vous implantez quelque part une antenne cellulaire dans un rayon de 500 mètres, votre chance de mourir de votre cancer augmente d'à peu près 35%. En d'autres termes, il y a un effet à relativement court terme qui fait que si vous avez déjà un cancer, de mettre une antenne cellulaire près de chez vous augmente vos chances d'en mourir. Parce que, présumément, ça aurait un effet on appelle ça un promoteur, sur un cancer qui est déjà existant. Maintenant, sur la base des effets directs des ondes électromagnétiques, on peut dire que ça augmente le nombre de radicaux libres. Donc, que ça pourrait augmenter vos chances d'avoir un cancer complètement neuf. Dans ce cas-là, c'est pas ça qu'on a fait. C'est que c'était des gens qui avaient déjà le cancer, d'après le système de santé local, et on a simplement mesuré leur chance d'en mourir suite à l'implantation d'une tour. Et ça a été confirmé par une couple d'autres études qui donnent des choses similaires. Donc, de dire que ces antennes-là sont inoffensives, c'est complètement ridicule. Néanmoins, les gens qui vont installer cette antenne-là vont répéter, comme des perroquets, la ligne de l'industrie qui va vous dire « Inquiétez-vous pas, c'est des radiations non ionisantes, ça chauffe pas. » Et même si c'est ridicule du point de vue scientifique, quand on le répète suffisamment de fois, ça devient la vérité. Je comprends bien. Puis on est loin. Puis là, le 500 mètres, on est loin. Là, on commence à en avoir pas mal, dépendamment où est-ce qu'on habite. Là, je suis en banlieue. Puis encore là, le 500 mètres, il tient même plus. Mais en ville, c'est pas fini. Là, puis si on parle de la 5G, en avoir une dans chaque chambre, chaque pièce, à moi, ça fait aucun sens. Puis au-delà de là, chacune des études ou sur les cellules, si on extrapole, évidemment, bon, c'est là que les gens vont dire que c'est pas nécessairement scientifique, ça nous prend des preuves, mais quand on voit ces effets-là sur les cellules, sur les tissus, on peut au moins se permettre d'être frileux un petit peu, là, ou de dire, attendez une minute, là, il me semble que ça va vite. On voit des effets déjà, sans extrapoler puis dire que ça cause, mettre des chiffres clairs sur, OK, ça augmente le pourcentage de cancer ou quoi que ce soit. Mais vous, tu sais, comme vous dites, sur le volet des cancers existants, mais on sait qu'à tout moment, on a des cellules cancéreuses qui se développent et qui sont, auto-détruites par le corps et auto-régulées. Mais on peut extrapoler puis dire, écoutez, peut-être qu'un cancer que j'aurais jamais eu, qui aurait pu être
exacerbé par ça ou être ce qui fait que ça se manifeste ou ça se manifeste pas. Et ça, fois les milliers d'études là, sur différents tissus, sur différents sujets, etc. Fait en tout cas, on peut se permettre de 500 mètres, là, c'était assez convaincant pour que le comité de l'État du New Hampshire sur la 5G a recommandé, c'était une de ses recommandations, de ne pas avoir de tour à moins de 500 mètres des lieux où il y a de l'habitation permanente ou des commerces en permanente et tout ça, à moins que tous les gens dans le rayon de 500 mètres signent une lettre disant qu'ils acceptent le risque. En d'autres termes, il y a une littérature pour ça. C'est pas de la fantaisie, ça. C'est qu'il y a des observations vis-à-vis du cancer et vis-à-vis d'autres effets des tours qui indiquent que c'est une exposition qui est dangereuse. Donc, c'est clair que lorsqu'on parle de mettre une tour dans votre chambre à coucher, ben, on tient pas compte de ces études-là. Et l'industrie va toujours dire, comme ça a été fait pour la cigarette, qu'il y a des doutes, hein, on n'est pas sûr, c'est peut-être pas vrai, ces gens-là exagèrent, ils cherchent rien qu'à avoir une subvention, ces méchants scientifiques-là. Alors, c'est tous les arguments qu'on peut laisser flotter pour justifier une grande inaction. Alors moi, ce que je vous dis, c'est que vous avez besoin de communication, Maxime. Vous aimez ça, télécharger votre film qui dure 22 heures en 2 secondes. Mais ça peut être fait à partir d'un lien de fibre optique. Vous n'avez pas besoin d'irradier ça partout dans l'air. Et une ligne secondaire vis-à-vis à ça, c'est que la transmission de données par fibre optique est incroyablement efficace du point de vue énergétique. Moins d'1 picojoule par bit. Alors que d'envoyer des informations par sans fil, parce qu'on irradie ça dans l'environnement, ça a un rapport de consommation d'énergie qui est beaucoup plus élevé. Ça fait que si on s'arrange pour que tout le monde soit dans un autobus en train de regarder des films en 3 dimensions sur son cellulaire, ça va nous coûter ça du point de vue du carbone et du réchauffement climatique. Et dans le fond, ces téléphones cellulaires-là, ça demande des métaux rares qui doivent être extraits, puis finalement, vous voyez un peu où je veux en venir, c'est que la fibre optique, c'est de la silice, c'est fait à partir de sable, c'est absolument minuscule, c'est plus petit qu'un cheveu humain. Donc, finalement, c'est une méthode extraordinairement efficace. Et l'industrie, dans le fond, qui veut vous mettre des tours 5G, ben, ces tours 5G-là sont connectés à de la fibre optique. C'est juste qu'ils ne sont pas enthousiastes vis-à-vis de vous donner une fibre optique à la maison que vous pouvez envoyer à tous vos ordinateurs sans aucune irradiation potentiellement. Donc, les merveilleuses techniques que la technologie nous donne ont été limitées à, je dirais, à la limite de votre propriété pour des raisons commerciales. Et aux États-Unis, ce qui s'est passé, c'est que je pense que même Clinton avait promis aux Américains la fibre optique à domicile, même à cette époque-là. Mais l'argent qui devait servir à la fibre optique a été détourné par l'industrie vers le sans-fil. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus profitable. Moi, je n'ai pas d'objection à ce que l'industrie soit profitable. Ils peuvent avoir les piscines de la grandeur qu'ils veulent. Ce que j'accepte pas, c'est que vous ayez le cancer, le diabète, Alzheimer, à 50 ans plutôt qu'à 70 à cause de ces expositions-là. Wow, c'est bien dit. Puis c'est un petit peu ça versus même, je pense encore à la cigarette qui est comme mon analogie la plus proche, mais même jadis, c'était comme, OK, section fumeur, non-fumeur, je peux choisir de m'exposer ou non. Mais quand on tombe dans justement, on parle des tours à 500 mètres, mais si on va marcher au centre-ville de Montréal, des tours sont plus à chaque coin de rue. Là. Puis c'est malgré moi, je me fais exposer dans une certaine mesure. Puis au-delà de là, si j'habite dans une tour à condo, ben j'ai non seulement potentiellement une tour qui shoot directement vers mon appartement. J'ai les 50 Wi-Fi de chacun de mes voisins, 3 petits points, tu sais. Fait que là, ça devient de l'exposition malgré moi. C'est là que ça devient. Puis on peut pas habiter dans une cage de Faraday tous et chacun.
Mais c'est là que ça devient Vous avez un déjà petit entendu peu... parler des électrosensibles? Oui, bien certainement. J'ai même certains patients qui sont électrosensibles. Donc, ces gens-là ne peuvent pas endurer même des niveaux bas de radiation. Puis en réalité, quand on regarde à quel moment ces gens-là se sentent à l'aise, ben, c'est des niveaux parfois autour de 1 microwatt par mètre carré. Ça, c'est tout petit. Les standards du gouvernement fédéral, c'est à peu près 4 500 000 watts par mètre carré. En d'autres termes, c'est énorme par rapport à ce que les électrosensibles peuvent endurer. Donc, on crée une population d'individus qui, à divers degrés, sont électrosensibles. Les gens qui sont sensibles à 1 microwatt par mètre carré, c'est très peu. Il y a très peu de gens qui sont sensibles à ce point-là. Mais le fait qu'il y ait des individus qui sont mal à l'aise vis-à-vis d'expositions aussi faibles nous montre qu'il y a des mécanismes fondamentaux qui sont en jeu. Puis il y a un grand nombre d'individus qui sont mal à l'aise à 1000 microwatts par mètre carré. Mais le 1000 microwatts par mètre carré qui permet confortablement à votre téléphone cellulaire de fonctionner, c'est quand même beaucoup plus petit que le 4 500 000 microwatts par mètre carré que l'industrie a établi pour vous protéger sur la base du chauffage. Mais il n'y a pas grand monde qui sont inquiets des ondes électromagnétiques à cause du chauffage. Moi, ça ne me préoccupe pas. Effectivement. Puis, si on avait, justement, en conclusion, si on avait un élément ou un concept ou une chose à retenir de notre entrevue d'aujourd'hui, selon vous, ce serait quoi pour les gens qui nous écoutent à la maison? Ben, c'est qu'il y a moyen d'avoir notre gâteau et de le manger en même temps, qu'on dit en anglais « have your cake and eat it too ». En d'autres termes, on est capable d'avoir un système de télécommunication parfaitement moderne et parfaitement efficace, et même beaucoup mieux que ce qu'on a à l'heure actuelle, en limitant très sérieusement notre exposition aux radiations, parce qu'on a en poche la fibre optique, qui est une solution démontrée et beaucoup plus puissante que le sans-fil. Peut-être qu'on aura besoin de changer un peu nos habitudes vis-à-vis de ces choses-là. En d'autres termes, ça, vous avez probablement besoin de ça. Mais on devra faire un redesign des appareils pour réduire l'exposition de l'individu et on devrait utiliser ces appareils-là quand on en a besoin. On ne devrait pas s'affubler d'un câble qui le tient devant notre visage en permanence. On devrait revivre de manière normale et on n'a pas besoin d'envoyer des messages à tout le monde tout le temps parce que finalement, la race humaine devient simplement un paquet de messages qui s'entrecroisent. Essayons de nous parler les uns aux autres, ça pourrait être productif. Wow, j'aime ça, c'est très bien dit. Est-ce que vous pensez, d'un point de vue personnel, que ça va changer rapidement? Est-ce que vous avez des prédictions par rapport à ça? Je pense que ultimement, les gens sont sensés. Puis, ce qui se passe actuellement, c'est que les preuves vis-à-vis des effets néfastes de ces ondes-là s'accumulent et s'accumulent et s'accumulent. Parce que ça va vite de déployer dans la société un nouveau produit, mais notre capacité d'en évaluer les impacts est quand même beaucoup plus lente. Parce que, comme vous le savez, dans les universités, on n'est pas vite. Hein? Ça nous prend du temps à avoir des budgets. Ça nous prend du temps à trouver des étudiants, ça nous prend du temps à publier des choses. Puis, quand on publie quelque chose, ça prend 10 ans avant que les gens aient le temps de le lire. Parce que il y a personne qui lit nos publications scientifiques. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, il y a toujours un long délai entre l'arrivée de l'agent et la reconnaissance précise de ses impacts. Donc, ultimement, ça va changer. Mais je ne sais pas quand, et ça va changer parce qu'on a de bonnes alternatives, et ça va changer parce que c'est nécessaire. Wow, j'aime ça.
Puis, est-ce que vous avez des ressources où les gens qui veulent en savoir plus sur vos travaux ou sur des travaux, justement plus d'informations sur non seulement les effets potentiellement néfastes sur la santé, quoi faire autour de ça, comment se protéger, pour en savoir plus sur tout ce volet-là, ce domaine-là, est-ce que vous avez des sites ou des ressources pour moi, mon site plus? à moi, c'est invitroPlusNet.wordpress.com. Donc, vous voyez, j'ai engagé cette compagnie-là pour mettre sur le web mes petites affaires. Donc, c'est invitroPlusNet, tout d'un mot, .wordpress, qui est bien connu.com. Ça, c'est mon site à moi. Il y a également le site de Massachusetts for Safe Technology. Donc, c'est www.mac.org/resources. Ça, c'est les gens au Massachusetts qui essaient de passer des législations pour protéger la population. Il y a également un autre site qui est très bien fait, c'est l'Environmental Health Trust. Ça, c'est EHTRUST.org. Sur celui-là, vous avez des informations très diversifiées relativement au risque des ondes électromagnétiques. Et naturellement, il y a moi, je fais partie de la Commission internationale sur les effets biologiques des ondes électromagnétiques. Ils ont un site ICBE-EMF.org où c'est des scientifiques qui se sont rassemblés pour informer la population vis-à-vis des effets sur la santé. Super. Je vais mettre ça dans les notes d'épisode pour que les gens puissent vraiment justement être curieux d'en lire plus et tout. Ça va me faire plaisir là, de tout mettre ça et même plus encore. Donc, merci infiniment, Dr. Paul Héroux, d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'est super apprécié. Ça a été très, très, très informatif. Et merci pour les questionnements aussi que vous soulevez, autant au niveau sociologique en tant que société qu'on va devoir tôt ou tard se poser. Donc, puis nous partager un peu là, votre expérience, votre expertise, je dirais même votre sagesse sur le sujet. Merci, Maxime. Merci. Bonne fin de journée à vous. Bye.